tous. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette salle Albert Ier, au nom de tous les membres, les consoeurs et les confrères de notre académie. Cette salle Albert Ier où nous nous réunissons quand il s'agit de choisir un nouveau membre. Donc celui qui souhaite en savoir un peu plus n'a qu'à mettre l'oreille au mur et vous entendrez peut-être quelques secrets d'alcool quand il s'agit d'en choisir un nouveau parmi nous. Alors, je suis heureux de vous accueillir et pourtant mes sentiments sont très très partagés. Non pas que je regrette votre présence, mais je regrette l'absence de Werner. Et donc c'est un peu dommage, comme nous disions au Coteau, qu'il faille des moments, des absences pour pouvoir évoquer le texte. Ceci étant, je serai très bref, raconter que le parcours avec Werner, pour moi personnellement, ça date des années 1971. J'ai retrouvé les premières traces lors des publications de Silenciaire, et puis quelques années après, d'autres choses dont Patricia pourra peut-être vous raconter. Je tiens tout particulièrement à saluer ceux qui sont là, ceux qui sont ici, les compagnons de Werner. Et je sais un peu ce que représente pour lui ce mot compagnon d'écriture, et tout ce que ça peut représenter, et tout particulièrement pour Otto et pour Jean-Claude, qui, je crois, avec Werner faisait former un trio de. Alors, je voudrais simplement, et j'en resterai là, on n'est jamais si bien servi par soi-même, donc, vous lire la quatrième de couverture d'un livre que j'avais suscité. J'avais beaucoup aimé les Lambercy de chez Fagne, les 7 volumes publiés chez Fagne, et je lui avais proposé de les rééditer. Alors, je pense que c'est lui qui en avait trouvé le titre. C'est l'invention du passé, et je vous lis un fragment de cette quatrième de couverture. C'était l'époque, c'est en 2005, si ma mémoire est bonne, l'époque où était parue aussi l'anthologie chez Actes Sud intitulée L'éternité est un battement de cils. Alors de Werner, je disais ceci: Werner Lambercy est un homme fidèle dont les convictions n'ont guère changé avec le temps. Ainsi peut-il invoquer ouvertement une invention du passé. Le poème a toujours été pour lui une chose respirante, un acte de vie ou une manière de vivre vraie. Curieusement, en 2020, il a publié à l'âme qui butine un volume intitulé Festin de vivre, qui était en 2020. Le poème, écrira-t-il encore, n'a qu'une seule qualité, c'est d'être un miroir impitoyable. Il n'éclaire, il n'éclaircit rien, ne donne ni ne prend, n'explique pas, mais constate. Il épaissit le mystère du monde et l'énigme des émotions. Que peut-on espérer de plus pour le lecteur, pour vous qui aujourd'hui allez entendre ces poèmes, si ce n'est de pénétrer un peu plus dans ce cercle inquiet, d'y apprendre le dur métier, de regarder et d'écouter. Voilà, je cède la parole aux spécialistes. Et je remercie déjà Jean-Claude qui, avec Patricia, ont souhaité organiser cette séance. Un grand merci à tous et à vous tous. Merci Yves. Juste une excuse, puisque nous parlons d'absent, vous voyez que nous sommes 6 autour de cette table, avec un logiste ne pourra pas être parmi nous ce soir pour les problèmes de santé. Et avant d'ouvrir cette soirée, je voudrais que le grand absent soit un petit peu présent, et donc nous allons entendre la voix de Werner, un très court extrait d'un entretien qui avait été fait sous le titre Désastre des lieux, commémoration poésie, par l'association Partage Poésie de Metz. Ça s'était fait à Strasbourg le 4 mars 2017 à l'église Saint-Aurélien.
extrêmement confiante. La poésie est un besoin. La beauté, ça n'existe pas. La beauté, ça n'existe dans la mesure où on en a besoin. L'amour, ça n'existe pas. L'amour n'existe dans la mesure où on en a besoin. Sans quoi, on crève. Donc sans beauté, sans poésie, sans amour, c'est la mort qui gagne. Personne n'a de ça. À nous de faire le nécessaire, c'est tout. Voilà. Si j'ai envie de continuer à écrire, oui, parce que moi je suis dans ce que j'appelle, et c'est une part négative, une dynamique de l'échec. Il est évident, chaque fois que j'ai écrit un bouquin, je n'étais pas content du bouquin, je n'étais pas content du résultat. Je n'ai pas écrit le tiers du quart du début du commencement de ce que j'avais au moins, que je voulais dire, que je voulais passer, que je voulais offrir. Et donc, il fallait faire autre chose. Recommencer tout le temps, recommencer. Pour s'apercevoir finalement que ce qu'on aime, on est le recommencement de, je relis à l'heure actuelle tous les historiens de l'Empire romain, il y a 200 ou 300 ans, de l'Empire romain. On a l'impression d'y arriver. Les mêmes magouilles, les mêmes voleurs, les mêmes tricheurs, les mêmes menteurs, les mêmes puissants. Les mêmes qui portent des noms en russe, et c'est différent. Donc on disait les anciens bouleries que nous faisons nous aussi. Que recommencer. Mais recommencer n'est pas pour mot, c'est continuer, c'est prendre la suite, c'est d'être des héritiers de ce dépôt sacré qu'est la liberté. Voilà pourquoi nous aimons Werner. Et je suis extrêmement confiant. Parce qu'il est confiant, parce qu'il a de l'humour, parce qu'il a des colères, parce qu'il nous demande de garder en héritage la liberté, et nous sommes là ce soir pour cela. Alors, comme vous avez le programme avec tous les intervenants, donc nous allons d'abord Patricia, l'épouse de Werner, et moi, parler un petit peu de Werner, présenter Werner. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que dans la salle, la plupart le connaissent, ou en tout cas le connaissent d'une facette. Nous allons essayer d'évoquer un petit peu la personnalité de Werner, puis passer à 3 témoins particulièrement proches de sa vie, Serge Aumain, Jacques Tarion et Otto Gans. Et puis, Stéphanie Moriot fera une lecture avec le milliard de poèmes de Werner. Werner, alors oui, il y a un mot qui sera tabou, si vous voulez bien, aujourd'hui, c'est le mot hommage. Nous sommes à l'Académie, je sais bien que c'est un petit peu solennel, mais nous avons voulu parler d'une soirée Werner en Bercy. Werner détestait les hommages, il est resté parmi nous, et si nous sommes là, c'est parce qu'il plane encore dans cette salle qui est très présent à nos cœurs. Werner se présentait volontiers en 4 urgences. Je suis fait d'ivresse, disait-il, d'écriture, de colère et d'amour, dans l'ordre ou dans le désordre, selon l'urgence qui se présente. Et ce sont ces 4 urgences que nous avons choisies pour essayer de l'évoquer un petit peu. En commençant par la colère, puisque sa voix la portait également. Comme vous savez, Werner est né à Anvers en 1941, donc à une époque et dans un lieu qui ont pu évoquer pour lui des colères. Il n'a jamais caché que son père s'était engagé dans les SS et qu'il a porté cela non seulement comme un fardeau, mais comme un devoir contre des moines, si je puis dire, toute sa vie. Il y a de la colère, mais la colère n'est jamais que pour ce qu'on aime. Lorsqu'on voit se détériorer l'image de ce qu'on aime, et Patricia peut nous dire finalement la Belgique, Anvers et Werner, c'est une histoire d'amour et une histoire de colère. Oui, Werner était évidemment très, très attaché à son pays. Alors, pas à la nation, il détestait cette notion de nation, toute frontière et tout drapeau. Mais bien sûr, sa terre, sa culture, il en parlait souvent. Et puis après tout, c'est grâce à la Belgique qu'on s'est rencontrés. J'ai arrivé d'écrire un tout petit livre rodéotypé qui s'appelait Flan, parce que j'étais passée par là. Alors je veux croire que c'est une occasion de plus être attachée à la Belgique
pour Werner. Voilà. Alors, sa vie natale, bien sûr, bon, c'est de l'amour et de la douleur intime. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, de par son histoire familiale. Il retournait souvent à Anvers, seul, ou avec moi, avec les enfants, ou des amis. Et c'était à la fois beaucoup de bonheur, notamment parce qu'il a rencontré là-bas la jeune génération de poètes de langue flamande. Alors nous sommes à l'Académie royale de langue française, je sais bien, mais bon, on parlait quand même. Et puis par ailleurs, il était une révolte terrible par rapport au contexte politique actuel, qui montait et qui monte en flamme. Il n'y a pas que la flamme d'ailleurs. Et voilà, absolument, en France et aussi ailleurs. Voilà. Et on parlait de ses colères, il était en rage. De toute façon, les rages de Werner s'exerçaient toujours sur ce qui mettait à mal l'humanité. Qu'elle soit proche, lointaine, dans le temps ou dans l'espace. J'ai toujours été frappée par ses cauchemars. Il faisait des cauchemars tout le temps. Il avait peur de s'endormir. Et quand il me racontait ses cauchemars, la plupart du temps, c'était des cauchemars dont il n'était pas. C'était des cauchemars qui ne le concernaient pas, où il ne lui arrivait rien. C'était des cauchemars par rapport aux autres, des peuples, des catastrophes. Voilà, c'était ça les rages et les colères de Werner et ses angoisses. On peut lire les dernières nouvelles d'Ulysse, où là il reprend effectivement tout ce qui le faisait mal. Voilà. Je peux dire les colères de Werner et de son attachement au pays. Mais tu me donnes la transition idéale, qui passait après par l'écriture, pour peut-être pas surmonter, pour exprimer ses cauchemars. Il y a la dernière colère d'Ulysse sur son père, sur Anvers, il y a à chaque fois des livres. L'écriture, moi je l'ai connue, je dirais presque de l'extérieur. Il aimait partager l'écriture avec des amis. Alors on a fait des livres à 4 mains, donc de main droite. À 3 mains, il a fait des livres avec Otto, il a fait des livres avec tous les écrivains qu'il aimait, il a fait des livres d'artistes avec les artistes. Il a travaillé au Centre Léonie Bruxelles à promouvoir la littérature belge, à promouvoir l'écriture des autres. C'était un des piliers du marché de la poésie. On a l'impression que la poésie, pour lui, c'était avant tout les autres, mais c'est aussi une démarche très personnelle. Oui, Werner et les autres, oui, de toutes les manières, bien sûr. Ceci dit, on est toujours seul, je crois, quand on écrit, ou on écrit peut-être parce qu'on est seul. Et quand Werner écrivait, il était vraiment seul. Et de la même manière, après ses cauchemars, il s'approchait pour raconter. De la même manière, quand il avait passé 3-4 heures à écrire, qu'est-ce qu'il faisait? Il se précipitait dans la cuisine pour préparer le repas. Le repas, ça se partage. Voilà, l'écriture l'aidait, je pense, bien sûr, à surmonter ses angoisses, ses colères, ses révoltes, mais il n'en reste pas moins que c'était difficile. Hein. Bon, maintenant, je ne veux pas faire un portrait non plus de Werner sombre. C'était un bon vivant, c'était un homme joyeux, voilà, mais tout ça qui s'agitait.
Oui, l'écriture de Werner, la voix qu'on a entendue, c'est aussi de l'humour, c'est aussi quelque chose de joyeux, et sa cuisine, j'en témoigne, c'était quelque chose parfois d'imprévu, mais toujours de joyeux. Ce qui nous mène effectivement à cette ivresse. L'ivresse, c'est pas seulement un poisson. Werner était toujours en train de citer Omar Khayyam, sont-ils morts, sont-ils ivres d'avoir vécu? Ce sont aussi ces ivresses-là. C'est Baudelaire, enivrez-vous de vin, de poésie, ou de vertu, d'amour, mais enivrez-vous. Cette ivresse, c'est un rapport avec le monde dont tu nous parles de temps en temps, parce que tu l'as vécu. Nous, on l'a vécu par les poèmes, toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Où ça? Oui, cette ivresse, l'ivresse de jouir du monde constamment. Et pour Werner, le monde, l'immense, c'était aussi bien les galaxies qu'une patte de scarabée. Voilà. Bon, les voyages, c'était un grand voyageur. J'en sais quelque chose, fallait que je suive. Enfin, il fallait, je ne demandais que ça, mais. Et c'est cette ivresse-là d'accueillir. Il avait la place en lui pour tout ça, pour tout, et d'accueillir ce qui le dépassait, ce qui était plus large que lui, et de rentrer en communion avec l'espace autour de lui. En voyage, je me souviens d'autre chose, je pense que je peux le raconter. C'était, je crois que c'est la seule fois dans notre vie où je lui ai vraiment crié dessus, tellement j'ai eu peur. Nous étions sur le Yangtze. Le bateau allait vers les Trois Gorges, qui à l'époque n'était pas fermé. Et tout à coup, une tornade s'est levée face à nous. Voilà, tout le monde aux abris, y compris tous les Chinois avec leurs cochons, leurs canards, etc. Qu'est-ce qu'a fait Werner? Il est resté sur le pont, à la proue, au bastagage, face à la tornade, et il était heureux. Voilà, l'univers lui rentrait dedans. Ça, c'est ça l'ivresse, c'est l'ivresse de Werner. Voilà. Et puis bien sûr, quand on pense à l'immense, ce qui nous dépasse, il était habité, on le voit dans ses textes, constamment par une vision du cosmos, de l'univers, j'étais abasourdie. Alors bien sûr, la place de l'homme dans l'univers, oui, bien sûr, mais lui, c'était l'univers en nous. Et ça, c'est bien plus mystérieux, et voilà, je crois qu'il l'a dit, il l'a écrit, et il vivait ça constamment. Donc c'est cette ivresse-là, en tout cas c'est celle-ci dont je veux me souvenir. Voilà. Reste la quatrième dimension, l'amour, je pense qu'il faut beaucoup le dire. Bon, on peut comprendre que je peux difficilement en parler, donc tu vas le faire pour moi. C'est difficile. Bon, tout ce que je peux dire. Je peux dire quelque chose quand même. C'est un grand mystère, et pendant plus de 40 ans, son amour fou, je ne sais pas pourquoi, son amour fou et tous ses poèmes, finalement, m'ont fait beaucoup plus grande que je l'étais et que je ne suis. Donc voilà. Et alors là, maintenant, je me sens toute petite.
plaît. Et donc, que veux-tu que je dise de plus que ça, sinon de laisser la parole à Werner? Tu te demandes pourquoi, mais j'aimerais celle dont le défi serait de me garder dans la part qu'elle me refuse. Avec ça. Et puis, juste, parce que je regarde aussi d'un œil et ma feuille de l'autre, et puis juste ce passage d'architecture de nuit, qui s'adresse à toi. D'abord, m'a tatoué de nuit en laine, au creux de l'orangerie des bras, m'a baratté l'orage et le coup de vent dans l'arbre en fleur de l'âme, sache et n'oublie pas. Quand l'ombre s'en retourne à ses racines, il est possible que je vienne dormir dans le hamac de tes paupières, dans le nid de cigogne de tes seins. Il nous a laissé ça, Werner, il t'a laissé ça. Tout ça le constitue et nous allons maintenant en parler avec nos invités. Pour ne pas faire de longue présentation, je vous ai mis leurs invités dans le programme. Et nous allons leur passer la parole tour à tour. Puisqu'on était dans l'amour, bon, le livre Maître et maison de thé, donc je pense que c'est Pierre Jorin qui va nous en parler avec toute ce pan de la vie de Werner avec Douranki, Léo Beckmann, voilà, s'il y a un grand livre d'amour, dit-on, c'est Maître et maison de thé aussi. Voilà, invité à prendre la parole pour parler de Werner Lambercy. Il m'est apparu tout de suite qu'un autre nom devait y être associé, c'est celui de, effectivement, Léo Beckmann, qui était mon compagnon de vie, disparu il y a 6 ans, et parce que Léo Beckmann, je faisais partie aussi des autres compagnons de Werner. Les deux hommes se sont rencontrés en 1980 à l'initiative de Marc Wachber, attaché littéraire et théâtral à la communauté française. Werner Lambercy vient de recevoir le prix triennal de poésie de la communauté française, donc pour son livre majestueux par son ampleur, son architecture, sa luminosité et son mystère, Maître et maison de thé. Léo Beckmann est metteur en scène du laboratoire collectif Douranki, qui pratique un théâtre expérimental dont le noyau dans le refus des conventions théâtrales est le corps, le mouvement et l'acteur-créateur. L'idée naît de réaliser une mise en espace, une lecture-spectacle de Maître et maison de thé. Et celle-ci aura lieu au Palais des Beaux-Arts dans le cadre du Festival européen. Ce qui réunit les deux hommes, c'est la fonction rituelle de l'expérience vitale et initiatique de la poésie pour Werner Lambercy. Et cette même fonction vitale rituelle du théâtre pour Léo Beckmann. Le poète participera au spectacle par la lecture de passages du livre en scène et l'acteur-danseur Pierre Vinck fera découvrir les fondements émotifs, symboliques, sous-jacents à l'œuvre, chaque geste ayant un maximum d'intensité et de déploiement. Ce qui réunit les deux hommes, donc Werner et Léo, à la fin du spectacle, c'est une amitié inaltérable, émouvante. Ils se retrouveront souvent puisqu'ils ont travaillé ensemble. Léo à la promotion des lettres belges à Bruxelles, mise en place par Jacques Carrion, et Werner à la promotion des lettres belges à Paris, librairie Wallonie Bruxelles.
Il se retrouvait aussi dans les foires, les salons du livre à l'étranger, au marché de la poésie, à Paris, et puis dans les cafés, bien sûr, et chez l'un, chez l'autre. Werner tapait parfois la table de ses poings pour affirmer son avis. Alors Léo acquiesçait, et puis reprenait le sujet à sa façon. Le même amour du bon vin et de la cuisine dans laquelle ils excellaient tous les deux les réunissait. Quant à moi, membre de Duranty à l'époque, ce fut la découverte fabuleuse d'un poète d'une grande simplicité dans le contact, d'une grande complexité dans la pensée et d'une ironie malicieuse. J'étais émerveillée par cette langue poétique, ce recueillement, ce souffle et ce lieu de rencontre dans son livre qui faisait écho à nos propres questions, nos doutes, nos hésitations, nos recherches dans le désir d'écrire. J'étais impressionnée par cette démarche intérieure, cette invitation d'une sortie de la durée temporelle pour intégrer un temps sacré. Werner Lambercy, homme à la chevelure blanche, nomade, traversant frontières et territoires pour partager le bout des mots, l'échange des idées et des cultures. Toujours prêt à partir au bout du monde avec pour tout bagage quelques carnets et un stylo ou un crayon. Mais toujours prêt aussi à revenir de ce bout du monde chez la femme aimée à Paris, car il savait être nomade de la même façon, assis à sa table d'écriture chez lui à la maison. Plus tard, nos familles respectives, ils seront l'un et l'autre parrain du fils de l'autre, se retrouveront avec bonheur pour des séjours communs de vacances. Bretagne, Normandie, Ardèche. En Ardèche, dans un petit village en hauteur, La Rouvière. Voici ce dont je me souviens en pensant à Werner. La Rouvière, marche dans la montagne, un canif dans la poche, le silence, les rochers, le ciel et les arbres, un torrent. Puis le resto, le vin, la parole, bavard, oui, il était bavard. Association libre, la pensée occidentale, orientale, des idées plein la tête, têtues, parfois des idées tranchées. Il n'aimait pas la justice, ni la façon dont le monde tournait, beaucoup d'humour. Le soir qui tombe, les théories cosmiques, toujours avec la même passion. Le tout et le rien, avec la même passion. Il m'a fait comprendre que tout pouvait devenir poésie. Il n'y a pas de sujet à privilégier. Il m'a donné le goût du regard, extraire un poème d'une brindille, de la voie lactée, d'un bol de thé, d'un pavé mouillé, d'une nouvelle de journal, d'un moustique, d'un visage, d'un timbre, d'une cloche de bronze ou d'un ventilateur. Il ne faut pas chercher très loin, là où le regard se pose. Le regard suffit, l'émotion suffit, la pensée suffit. Ensuite, c'est une question de souffle, de mots et de conversation intime avec l'objet. Il y avait à la Rouvière, devant la terrasse de sa maison de vacances, un arbre avec lequel il conversait. Et l'arbre lui répondait.
J'ai eu la chance de contempler l'arbre et je vous lis la fin d'un petit livret que Werner lui a consacré, intitulé Conversation avec l'arbre. Donc Werner parle de l'arbre. C'était la fin de l'été. Nous allions partir. J'allais le voir seul. On n'arrivait plus à se parler. Quelque chose me renouait à l'intérieur. Il regardait donc l'arbre obstinément au loin. C'est vrai que c'était beau et que nous nous retrouvions dans cette beauté. Il n'y avait pas un souffle de vent. Rien ne bougeait et je ne suis jamais comment l'arbre s'arrangea pour tirer de sa poche et poser près de moi un beau caillou tout rond, bien lisse et très doux dans la paume. Il se trouve aujourd'hui sur mon bureau et tous les jours, j'essaye de savoir le poème qu'il y a dedans. Merci à toi, Werner, j'ai eu la chance de te connaître. Merci Claire. Et tu as parlé de la Commission des lettres belges et du centre de Bruxelles. Je peux attester que Werner était très heureux d'une chose, c'est d'être le seul attaché détaché, attaché à la Commission des lettres belges, détaché au centre de Bruxelles. Oui, donc Jacques, je te posais la question tout à l'heure, en quelle année tu avais rencontré Werner. Pour cette raison, c'est que j'étais toujours vue aux côtés de Werner. C'est ça que j'ai dans la tête. J'étais toujours vue aux côtés de Werner. Rarement à Paris, mais à chaque fois qu'on venait en Belgique, voilà. Tu étais là. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce que je n'ai pas tellement la mémoire des dates, mais voilà. Nous sommes au début des années 80. Voilà. C'est vague et précis à la fois. Eh bien, si j'avais dû donner un titre à cette petite évocation, j'aurais dit Werner et les autres. Tu l'as évoqué, Werner sait que si la création littéraire a besoin d'une solitude essentielle, l'œuvre faite, elle, dans la vie littéraire, exige une relation qui est indispensable. Et après s'être absenté du monde des hommes, est-ce que Werner l'a pas dit en 82, il s'agit surtout d'être lu, ne fût-ce que par soi-même, par ce qui reste en soi des autres. Et voilà donc, les autres. C'est à eux que Werner consacre son attention, au point que Jean-Claude Tardif a déclaré « Il est tout entier dans l'ouverture à l'autre, sa rencontre ». Et cela, je trouve qu'il le fait de deux manières. L'une est la reconnaissance. Et là, je fais appel à mes souvenirs. À la promotion des lettres au Palais des Beaux-Arts, nous organisions des rencontres entre écrivains. Et en 1983, nous avons créé une série. Un poète invite à la lecture. Et la première séance, c'était Eugène Guilluic invite Werner Lorentz. Et je crois que leur dialogue, les échanges qu'ils ont eus, les lectures qu'ils ont faites, ont laissé des traces durables, puisque, si je calcule bien pour une fois, 25 ans après, on trouve encore en conversation à l'intérieur d'un mur un extrait de Thérapie. Et
ce qui importe aussi, c'est que 3 ans plus tard, une rencontre fut faite. Werner Lambercy invite Jacques Wagenskryk. Et Jacques n'avait à ce moment-là publié 2 mois avant que Vers l'élégie obscure. Et on sait ce qu'est devenue cette œuvre au fil des 11 volumes aujourd'hui parus. Et c'est par cette démarche que Werner prend place dans ce que Jean-Claude appelle, me semble-t-il, la chaîne de ceux qui portent un peu plus loin ce qu'ils ont reçu. Et l'autre manière de Werner, c'est l'observation au cours de ces rencontres. Son regard est d'une acuité remarquable. Et ici, je fais appel, non pas à ma mémoire, mais au document qu'il m'a confié et dont je vais vous faire entendre ici des extraits pour la première fois. Je crois qu'un autre Werner va apparaître doucement. Certains de ses portraits sont peut-être un peu moins attendus. Dominique Rollin, hors d'âge, ainsi certains alcools. Sa fidélité est canine, ses bontés, une complicité. Alain Bosquet, la moue Poupine, et l'œil Patelin. Il donne en comploteur amusé dans la louange retorse. Il a frôlé l'histoire et fréquenté les mythes, et redoutable de lucidité n'est dupe ni de l'une ni des autres. Frédéric Tristan, préservé, chaleureux, maquignon, et très finement cultivé, souple à la façon de l'ours, infatigable. Il donne des ordres doux qui s'énervent vite en cas de résistance. Sa jovialité est une arme, son sérieux une défense, son rire une façon de botter en touche. D'autres de ses portraits ajoutent à l'acuité que vous venez de percevoir de l'affection, voire de l'émotion. François Jacquemin. Sa voix est aussi douce que son humour peut se révéler caustique. Jamais il n'a l'air pressé, jamais non plus il n'a l'air tout à fait présent. Il n'aime pas la vulgarité, ni celle du corps, ni celle du cœur, encore moins celle de l'esprit. Ce philosophe a toute la malice des faux innocents et la simplicité des vrais sages autour de ses yeux. Les rides font un plissé soleil et ses mains à la fin de la phrase laissent tomber quelques pétales que plus tard et plus haut dans le noir il appellera neige, pour que l'on se souvienne que tout cela est destiné à se perdre. Loknath Bhattacharya, quelque chose l'entoure, une qualité plus vibrative que l'air, un brouillard invisible. Sa voix est d'un pain de montagne qu'habite encore le souffle pur des sommets. Quand il vous quitte, quelque chose reste et bavarde avec vous, le temps qu'il s'éloigne, afin que vos réponses ne s'adressent plus qu'à vos prochaines rencontres. Jean-Claude Bologne. Ce vigilant, jamais en défaut, est un guetteur, pas un gardien. Sa phrase ne se nourrit pas du bruit, mais du silence qu'elle provoque et convoque à la fois. Jean-Claude Pirotte. Certains écoutent le bruit de fond des astres. Lui, il écoute le bruit de fond des hommes et des femmes, dont le malheur et les petits bonheurs viennent de plus loin. Il y a un ton Pirotte, ni majeur, ni mineur, mais ailleurs et tout proche. Il a tout lu, et surtout ce que les autres ne lisent plus. Il se souvient de tout, et davantage de ce que d'autres voudraient oublier. Il voit mieux dans la nuit, qui le blesse moins que le jour. Il vit mieux dans les livres, qui lui mentent moins que nos grimaces. Marcel Moreau, il marche un peu voûté parce que l'acte d'écrire, qui fait toute sa vie, exige l'humilité de se courber un peu. Il murmure lorsqu'il parle, et son geste d'artisan méticuleux, d'ouvrier économe, vous dira mieux encore ce que vous n'entendrez pas.
Henri Beauchot. De profil, une médaille, une monnaie antique aux traits fins, presque ascétique, à la frappe nette, adoucie par l'usage parmi les hommes. De face, un visage d'enfant riant de la farce qu'il vient de vous jouer. Ses longues mains fines apportent les réponses aux questions non encore posées. Il tient debout dans son regard, comme si de la tour ne comptait que le guet. En fait, quand Werner évoque les autres, il décrit leur manière d'être présents. Eugène Savitskaya. Soudain, il est là, comme un chat qu'on n'a pas vu ni entendu entrer. On est frappé par une distance, non pas entre lui et nous, mais entre lui et lui. Adonis, c'est d'abord un djinn, sorti d'on ne sait où, apparu, voilà, c'est une apparition. Une voix douce et tendre, un sourire fraternel, des gestes lents qui veillent à ne rien déranger dans l'ordre musical de la respiration. On peut suivre sur son visage les vieux chemins creux de la souffrance, mais il est moins facile de traverser le désert nocturne de ses yeux pour y trouver le puits et l'oasis de son regard. Bernard Noël, il est grand, il est mince, et le noir qu'il habille lui va comme l'eau d'un lac au cratère d'un volcan. Ses cheveux buissonnent et ses mains font les moineaux. C'est des peintres qui semblent avoir appris à laisser le poème passer par les choses du corps. Les frissons de son silence disent l'irréparable, les mois de son murmure l'impardonnable. Le reste est écrit, noir sur blanc. Je ne l'ai jamais vu arriver, mais soudain être là. C'est ainsi que j'aime les livres, les poèmes et les hommes. Et comment ne pas terminer dans cette maison par le portrait de Jacques de Decker, avec lequel il y aura un dialogue. La curiosité amusée, la gentillesse courtoise, l'amitié est venue avec cette discrétion élégante, cet art de l'allusion et quelques coups de gueule mémorables contre les consensus mous de notre société. Il aura obligé plusieurs générations d'écrivains à se regarder mieux dans le miroir sans complaisance de leur œuvre. Et en écho, Jacques a dit un jour, Lambercy est doué. Cela se lit dans chaque vers d'un extraordinaire appétit de vie. Il sait humer, palper, effleurer, contempler. Sa poésie est comme un inventaire de joie, infime dans leur prétexte, mais immense dans leur rayonnement. Tel est ce Werner. Grand merci et doublement merci Jacques, puisque maintenant je sais ce que Werner pensait de moi et que les silences valent souvent mieux que les paroles. Je ne vais pas abuser de ce micro. Tu as dit, si Werner était tourné vers les autres, il était passeur d'amitié. Et c'est peut-être ce dont je lui suis le plus redevable, c'est l'amitié d'Otto, à qui je vais passer la parole. Otto a 15 ans de moins que moi, et puis j'ai 15 ans de moins que Werner. Quand Otto avait 45 ans, moi 60 et Werner 75, nous avons formé un triangle 3, 4, 5 pythagoricien. Voilà, le triangle est passé, mais l'amitié s'est incrustée. Otto est de mon parole. Werner. Pour mes premiers pas, Jean-Pierre Verrégou m'a conduit dans le bureau de Eureka, le frère de toujours. C'était au tout début des années 90, une période chamboulée pour un écrivain au stade de l'écriture. Après la mort de ma mère, dans un code hospitalier, le réapprentissage de la lecture par maître et maisonnité, j'ai suivi le conseil de Léo et composé le numéro de téléphone qu'il m'avait confié. Rencontre après à Paris, au centre Wallonie-Bruxelles, où Werner avait son bureau, en haut d'escalier. Une expédition pour moi qui marchait avec des béquilles et ne connaissait strictement rien, ni personne. Sans savoir, nous avions, outre 29 ans d'écart, par France, c'est 29.
Une histoire aux accents similaires, dit autrement, des santé respiratoires propices au poème, des généalogies au roman de fiction. Cette première rencontre nous a tous les deux ébranlés, il me le rappellera souvent. Peut-être qu'à la naissance, les poètes, comme les canetons, s'attachent au premier être qui leur donne sentiment de protection. Allez savoir, c'était ma seconde naissance. J'ai eu la chance de n'être pas orphelin. Un long apprentissage venait de se mettre en marche. Le poète est par essence un déplacé, sera la première leçon d'un père pour son fils. 30 années, plus de la moitié de ma vie, plus d'un tiers de la sienne. Lorsqu'il vient à la maison, Werner m'attend à la gare de Landen, en milieu d'après-midi. Il s'est arrêté à Bruxelles, au 22 Vergogne, le restaurant grec Athénès, à manger, seul ou avec Léo. Il aura plus du rétina, avec Léo ou seul. Il aura les joues enflammées lorsque nous nous embrassons. Sans surprise, son train arrive systématiquement plus tôt que l'heure qu'il m'a indiquée. Je sais qu'il m'attend au bas de la gare, ou au Marignan, un peu plus haut, pour la terrasse lorsqu'il fait beau. Lorsqu'il pleut, il se réfugie au Belle Box, juste à côté, plus populaire, mais un public habitué. Werner a pris ses repères et donc pose une sécurité, un rituel. Ce qui fait sens est le fixe. Il m'écrit à ce propos « Je suis mon propre territoire. Je change en effet de nom, de région, de statut social, de train de vie, etc. Et plus de 15 fois de domicile en moins de 20 ans de me marier et de me fixer, si l'on peut dire. Je suis un SDF avant la lettre. Je n'ai pas de lieu fondateur, ni Belgique, ni rien du genre. » Un autre exemple d'organisation migratoire. Chez lui comme chez moi, Werner écrit le matin. Se lève tôt, va faire un tour dans la brume des premières heures de lumière, se pose au fond de mon jardin où j'ai aménagé une clairière, mon coin de poète à moi. Il me dira, lorsque parti à sa recherche, je le rejoindrai, s'il a croisé un risque. J'ai vécu Werner ivre de vie, de vitalité, enivré d'alcool et d'odeur, d'oxygène et de fumée. J'ai entendu Werner raconter 1000 fois cette histoire de la mère juive et du père nationaliste flamand engagé dans la SS Wanderer. Nous nous sommes trouvés sur cette base, la généalogie chahutée. En 2005, après que j'ai donné à Werner une première mouture de la biographie qu'il m'a demandé de rédiger, au départ des lots d'archives remis en vrac aux AML, il m'écrit « Je n'en doutais pas, mais tu as raison. À 21 ans, pour l'écriture, et c'est ce qui nous intéresse ici, tout est joué. On a toutes les clés. Le reste se trouve dans mes recueils, comme tu le sais, qu'il faut commencer à passer au crible critique. Tout est vrai, j'ai vérifié. Répondez à ces questions. Ce qui n'est pas vérifiable, Werner l'a comblé systématiquement d'une nouvelle fenêtre dont les volets sont évidemment dijon. Ce vendredi, puisque Werner repart le lendemain dans l'après-midi embrasser Sandrine et les enfants, nous avons prévu de nous rendre à Houtin-l'Évêque, à la recherche de la ferme dans laquelle il fut envoyé en convalescence à l'âge de 6 ans, toute une année, suite à de violentes inflammations respiratoires. Pour l'anecdote, gageant sur la présence des occupants week-end, j'ai organisé l'expédition le lendemain matin. Werner apercevant un panneau indicateur exige que nous nous arrêtions tout de suite. Il est trop tôt pour espérer des humains dans un village. Cet argument ne fait pas mouche chez un Parisien. Werner sonne, pas de réponse. Arpente le trottoir, frappe à la fenêtre, jette un œil par le cas, en toute discrétion bien entendu. Au bout d'une vingtaine de minutes de ce manège, un voisin s'inquiète de notre présence. Werner lui explique et lui demande des nouvelles de la famille Petitjean qui le recueillit 60 ans plus tôt. Ignorance entachée de méfiance de son interlocuteur. Une page se tourne, on ne retrouve pas le passé. Werner, impatient, remonte dans mon véhicule, se recoiffe de la main et me lâche. Les témoins ont disparu. Il faut bâtir la légende du poète. Un lundi soir à Paris, minuit passé, donc mardi matin. Nous venons de rentrer d'une réunion avec la 3e pointe du triangle, Jean-Claude Bologne. Et comme chaque mois, la nuit nous offre l'intimité du discours. Nous parlons à voix basse. Patricia dort dans la pièce de l'autre côté du couloir. Je la croiserai pimpante au matin. Une clé de lecture m'est apparue quelques mois plus tôt. Je démontre à Werner, avec un poème exposé sur le mur au-dessus de l'aquarium, qu'il est possible, pour chacun de ces textes, de remplacer chaque occurrence du mot poème par Werner Lambercy, et que le sens resplendit alors d'honnêteté,
Tu viens encore de faire la preuve. Il ne nous répond pas, se renfrogne, nous allons nous coucher. 2 ou 3 jours plus tard, je reçois un courrier. La poésie est le seul terrain possible pour exister en vrai, car il échappe à toute tentative d'appropriation, à tout propriétaire, à toute prise de pouvoir, etc. C'est vite devenu une équation. Le poème égale moi, égale j'existe, tu l'as deviné. Je conserve, moi, l'éblouissante image d'un Werner Carmin, sanglant, couronné blanc, asseyant sa voix sur le fond de la gorge, habité, rayonnant, biblique. J'emmène Werner à la bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres à Louvain. L'entrée d'étage dédiée à l'archéologie et à l'histoire de l'art. À l'époque, un moulin en plâtre du Moïse de Claude Sutter monte la garde. Werner lui ressemble, mais les corps. Tout part d'une erreur de traduction. Moïse rayonnant est devenu cornu. Le goût du Saint-Jérôme, aux alentours de l'an 400, la traduit tel. Werner lui ressemble, et sur son front, un double grondement se marque. Moïse le cornu répondant à Werner le bâtard. Le poème part toujours d'un malentendu et aboutit toujours à un malentendu. C'est la énième leçon du père pour son fils. Le voyageur immobile. Des cimetières, désolé, c'est mon boulot, des cimetières, nous en aurons raconté quelques-uns ensemble. Je me souviens du cimetière de Montivilliers, avec Jean-Claude Tardif. De cimetières parisiens, lors de nos promenades pendant plus de 20 ans. Ce jour de 2010, c'est à Cour-Saint-Étienne que nous nous rendons. Le comte Eugène Goblet d'Alvilla a fait édifier entre 1787 et 1789 un mausolée étonnant. Sur l'édifice, en français, grec, sanskrit et en hiéroglyphe, pour une inscription. L'être unique a plus d'un nom. 4 angles, parce qu'il y a autant d'humains que de lecteurs, dit Werner. Ce monument étant connu pour l'accumulation des symboles issus de différentes religions, je démontre à Werner que le programme iconologique de l'édifice n'est ni encyclopédique, ni maçonnique, comme on a pu l'entendre ou l'écrire, mais s'articule très précisément autour d'un symbole central, l'encre, l'espérance. Ce qui unifie l'humain, c'est l'espérance d'une forme de survie au-delà de la mort. Werner me répond, finalement, toute chose qui se résume par l'amour, ce qui fera le corps de tout ce que j'écris. Xième leçon du père à son fils, la dynamique de l'univers et du poème à son image est celle de l'amour. Werner, fasciné par ces nouvelles cathédrales maritimes au parcours si lent que en deviendrait immobile, par les usines où les structures oranges saignent sur le sol, par l'appel du lointain, de l'au-delà de soi en soi, les microcosmes et macrocosmes par lesquels l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Si le rôle du poète est l'extraction des sens évidents et cachés à la fois, le poème éclaire ce qui s'évanouit aussitôt que la lumière le touche. Alors, le poète devient cet acteur contemplatif essentiel et inutile. Justement inutile, parce qu'essentiel par justesse et lucidité. Pour contempler et figurer, a-t-il écrit en introduction de mon manifeste de figuration contemplative, il importe de bâtir un point d'où contempler, mais également de ménager un vide suffisant pour y figurer quelque chose, ou plus simplement, y faire figure d'existant. Me revient maintenant qu'est mort le taureau, l'amour du verbe lorsqu'il caresse ou gifle la peau, le père choisit de porter le poète dans nourrir la légende, que se fasse la mémoire. Mais avant tout cela, je ne veux qu'affirmer combien Werner accorde à ma voix, comment il a aiguisé son timbre sur la respiration et la clarification de la note, resserrant les clés à chaque nouvelle rencontre. La vibration d'un père ne s'éteint pas. Vivat, vivat, Saint-Père, vivat. Merci Otto, et merci à tous les trois, non seulement pour votre témoignage, mais de m'avoir permis de respecter l'horaire déroulé que vous avez envoyé. Il nous reste maintenant, en tant que principal, entre Werner, Stéphanie Moriot, Van de faire un parcours dans ses principaux recueils, la totalité des recueils de la fin de la nuit. Vous voyez que Stéphanie Moriot est une grande professionnelle
et tous les académiciens qui sont ici se souviennent qu'elle va revenir lire les textes des primés. Je dirais qu'il y a plus que les textes mais infiniment touché. Avant de lire les textes de Lerner, elle a demandé à nous rencontrer, Patricia et moi, et la première chose qu'elle nous a dit, c'est parlez-moi de Lerner. Et je pense que c'est ça qui fait partie aussi de la lecture que nous avons entendue. Sommet d'où jeter son pinceau. J'étais l'ombre de l'arbre sur le mur. Bientôt il n'y eut plus d'arbre, plus de mur où poser une image. On appelle ça solitude. Quand se couche le ciel, le soleil demeurait l'ombre nue contre le mur de ciel. Et j'attendais l'ombre d'un moineau, d'un nuage, le retour des semailles d'étoiles, en ramassant la plume tombée d'une lune pâle et rousse sur un tapis de feuilles. Parfois, la nuit quand je dors, j'entends la minuterie minutieuse, monotone de la mort. Et j'ai besoin aussitôt de me coller tout contre toi, contre ta peau de talc, comme un poster mouillé ou oublié sur un mur de la ville, une affiche électorale sous la pluie. Au matin, je regarde le trafic des nuages, le feu rouge du soleil dans la fenêtre sale, puis je descends, m'aligne avec d'autres au bord du Styx et plonge dans la tasse de café tiède du métro. Un poème, ce n'est pas sérieux, même s'il parle d'amour et de nous deux. Aucun poème n'est sérieux. S'il est sérieux, ce ne serait plus un poème. J'en ai pour la journée à débrouiller ces questions. Patron, une autre bière? Non, tu en as assez. Je ne veux pas appeler la police pour un poème en trop. Esco, salut. La Belgique est un très grand pays, tellement plat partout qu'on dirait de l'horizon. Le bord de la poche vide d'un kangourou. La Belgique est un grand entonnoir, et partout où il pleut, c'est un peu la Belgique. Ici, un peu plus qu'ailleurs, où le ton est picard et pique la musique des mots, où l'herbe des prés trempe les pieds dans l'escaut, où les étoiles tossent contre les quais des fours, où le vent tousse à cause des poussiers de clinker, où le soleil réchauffe les matous du passé, contre de vieux murs de corons et de briques sèchent les draps du lit de noces du ciel, avec les jardins potagers au tablier à carreaux bleus pleins d'hirondelles, tournant autour des hanches chaudes de cheminée, aux cuisses légères de tuiles humides de rosée. La chute de la grande roue. La grande roue est tombée. Celle d'où, enfants, nous aimions voir l'avenir au loin, et les lumières de la ville basse mêlées aux beaux quartiers riches. Elle tournait très lentement. Chacun, à son tour, avait le droit d'y aller. Nous faisions signe aux gens d'en bas, minuscules, et qui voulaient monter. Le poème qui
parlait de la lune n'était pas ridicule, mais perdu à cause de la hauteur. Quand il faisait trop moche pour monter, comme à la guerre se cachent les oiseaux, on regardait, muet, les cabines désertes tourner dans le vide. C'était un tour pour rien, un dernier tour gratuit pour les morts. J'achève une œuvre de pur néant qui m'épuise, me comble et me réjouit. Sous des forces diverses, je termine ce travail d'ombre chinoise avant que le silence me disperse. Coup de vent sur la digue d'Ostende. Le ciel affiche complet. Les mouettes ont plié bagages. C'est l'automne. Comme un orphelinat abandonné devant la mer où rien n'est étroit, mon problème est petit. Une voix couvre l'immense au rythme de ses ondes, puis j'écoute longuement la tonalité. Mémento du chant des archers de choux. Quand le soleil emplira totalement, immensément, la boule flamboyante du ciel, qu'il montrera sa bave rouge, ses babines en sang d'avoir dévoré goulûment la planète Terre, nous ne serons plus là pour en parler avec enthousiasme et les hurrahs nécessaires devant un apéro en terrasse au bord d'une onde océane qui murmure solennel son inlassable rengaine, tandis que nous profiterons d'un crépuscule théâtral. Quand tu t'en vas, ô soleil, pour une nuit à l'autre bout de l'infranchissable, pour revenir avec les vêtements neufs d'une aube pleine d'oiseaux, nous ne serons plus là. Mais nous aurons été. Et qui sait, serons-nous en filigrane à ton apothéose? Nous aurons vécu, victimes et prédateurs d'une vie toujours obstinée. Jamais nous ne fûmes petits dans le mystère tyrannique, l'énigme insupportable et impardonnable de naître, de connaître la mort. Quand le soleil aura gorgé l'éponge rouge, rongé l'horizon dans un zona dantesque et meurtri l'éther d'une échymose ineffaçable, nous ne serons plus là depuis très longtemps. Maison et maître de thé. Maître et maison de thé. L'amour, et c'est si simple qu'il faut se taire. Un déploiement de plumes dans le soleil, le cri du paon depuis le toit. L'arche et la cloche. Il faut, d'un village à l'autre, la distance d'où entendre un chien, un hennissement, et les hommes rêveront de partir. Un chant de femme, et ils resteront assis. Vivre dans les plaines exige précision à cause de cette démesure dont nous accable le ciel. Architecture nue,
qu'ici paraissent, dans sa beauté de mirage, devant les assoiffés, les égarés, les pèlerins du vide, l'idéale grandeur, l'absolue miséricorde du néant. Ce salut étant rendu lui aussi, laissez-moi préparer pour la nuit le bâton d'encre pour un poème léger, vite effacé, après le vin bu entre amis en l'honneur de l'automne et des splendeurs du jardin au coucher du soleil. Les 5 filles de ma main gauche, aux 5 fils de ma main droite, unissez-vous, soyez bénis, ayez respect de ma prière, car je vous laisse mon cheptel, les chèvres de mon sang, les béliers de mon souffle, la meute de mes chiens vigoureux, ma harde, rien en somme que vous n'ayez déjà, ni qu'on puisse vous enlever. Dans la garrigue des collines de mes reins, croissez et multipliez. Brûlez les terres et les ensemencez, enfants de ma vigne noueuse, car j'ai creusé pour vous le puits de mes larmes, les fossés de ma sueur, dessalez, filtrez leurs eaux et touchez à la nappe profonde où vous pourrez vous abreuver sans crainte, vous et les troupeaux de vos projets. Les arbres d'hiver de ma verge, les herbes diverses de mes mains en bordure des jardins de femmes, honorez-les pour leur élan. Aimez-les pour l'ombre qu'ils donnent, leur parfum dans la nuit, et que la paix trop ombrageuse vienne enfin s'allaiter à leur sève, comme le grain que j'ai scellé pour vous dans les jarres de ma bouche. Dernière nouvelle d'Ulysse. Ici commence le chant entêté de ceux qui vivent en suivant des yeux le vol des choucasses au-dessus des ruines du soleil, près d'un canal et des carcasses noires, dans l'herbe jaune du parking où ton nom est tagué en gras sur des affiches de rappeurs. Ici commence le chant entêté de ceux qui vivent en suivant les mouettes perdues en pleine mer, dans le sillage des pétroliers, avec à voix basse le récit à la police du port d'Ulysse, le rescapé d'Afrique ou du Vietnam qui croit à Poséidon douanier et aux passeurs qui font payer les morts en les jetant par-dessus bord. Et tous, par-delà les détroits, nous restons sans nouvelles du village perdu de son nom. Ici commence le chant de ceux que l'abattoir désigne à la fatalité, avec le râle de ceux qui gisent sur les trottoirs des attentats et qui marchaient tranquilles et innocents le long des rues, dans les quartiers où courait le tapage populaire de ton nom, dans les chansons d'amour du samedi soir, avec l'enfant à qui l'on donne un fusil mitrailleur dont la bretelle lui tombe aux genoux et qui entend la nuit sa mère l'appeler dans le vent guerrier des rapines qui ne veulent pas dire de nom. Avec le silence des affamés, la douleur prostrée des malades que l'indifférence jette sur les bas-côtés de la route où passent les bouffons négriers, là où ton nom n'a plus de nom, sauf dans le brame des saisons et le cycle de la sève. Rubis sur l'ongle. Je remercie le papillon qui, hier après-midi, a bien voulu
sa vie avec moi. Même si je ne savais pas non plus quand il faudrait mourir, ni s'il y aurait d'autres buissons où nous pourrions nous retrouver plus tard. Les enfants dorment comme des clés dans la serrure. Et tu vis ton sommeil à mon côté comme un diesel lointain sur une barque de pêche qui s'en va pour lancer ses filets. Ce soir, la lune a un parfum de melon pâle qui fait oublier au parc leurs ciseaux jamais rouillés. La dent tombée de Montaigne. Ma pensée pose son papillon blanc contre l'énorme bourdon nocturne que la lumière mettra en branle pour que je parte battre d'une aile folle l'inconnu et semer derrière moi des cailloux de lumière de plus en plus petits et bientôt transparents. Je suis partie depuis longtemps. Ma mère a eu de la peine. Beaucoup d'amis sont morts depuis longtemps et j'ai eu de la peine. Sur le vieil étang où je me promène, le même cygne fait son nid depuis longtemps. Il me reconnaît et me mord dès que j'approche. Ici, il y avait un banc où je ne l'ai pas embrassé. Mes yeux sont obscurs. Bientôt, je n'aurai plus besoin de paupières. Mes cheveux s'en vont avec la neige. Bientôt, mon crâne sera plus chauve que la météorite. Et si je déménage, même à la cloche de bois, vers les champs de poussière où les choucasses brouillent les noms avant de les mêler aux cendres, je n'aurai à emporter que l'air qui me porte et le papier noirci que l'univers va brûler. Le ciel est devenu bavard, plein du bruit inutile des hommes. Que reste-t-il à celui qui médite? Le vide? Une tasse de thé ou de vin sous une clématite d'étoiles calmes et de savoir qu'il était inutile qu'il s'agite, qu'il est tard et unique la beauté. Le déplacement du fou. Pierre, qui peut dormir longtemps sous l'eau sans respirer. Caillou comme les autres, sauf qu'il attendait d'être pris. C'est un arbre, une sorte d'armoire pour oiseaux. Objet, oh, mes moulins à prière dans l'immobile. Plein été, dans le lobe de l'air, l'anneau d'or des abeilles. Bulle, comme s'il fallait découper l'eau suivant le pointillé. Toit de tuiles, le ciel pour descendre emprunte un tapis d'escalier, avec, dans le silence, un petit bruit de tuiles pour écouter plus fort, avec la langue dans l'orchidée creuse où il a plu, avec, dans la bouche, des oiseaux morts et duveteux qu'ils n'osent pas cracher.
avec au creux du ventre un plâtre noir qui durcit en brûlant, avec l'étoile froide du voyageur dans 1000 vins solitaires, pierre, et attendre dedans d'être le monde, mort, je n'aurai plus besoin d'éternité. Écrit sur une écaille de carpe, pour parler aux carpes, on inventa les fontaines. La carpe est une figure réussie du Bouddha. Il y a dans la carpe, dans le poème, pensez-y. Au bout de l'infini, il y a sans doute une carpe qui tourne lentement. Qui pense qu'une carpe pourrait mourir de vieillesse? Sur chaque écaille, il y a un de tes noms inconnus. L'écaille n'est qu'un voile du mot que tu cherches. Nous construisons des ruines. Demain, ou après, il ne restera que la poussière de nos déchets nucléaires et 3 ou 4 blockhaus murés du mur de l'Atlantique. Cependant que j'évoque mélancolique les enrobants orgeats, les sirupeuses grenadines et les griottes douces amères dans la jeune bouche de nos baisers. La nuit des temps sort du sel que ratissent les paludiers de la voûte lagunaire des étoiles. De quel temps s'agit-il, dont je ne connais que les fanfares qui s'éloignent et faiblissent? De quelle nuit s'agit-il, dont je ne connais que le bandeau sur mes paupières alourdies? Nous construisons des ruines, des tours, des villes d'acier et de vitres. Nous fouillons les tombes, les demeures, les temples avec des peignes de maquilleuses et des pelles pour renouer avec qui nous fit ce qu'on est. Nous restituons la vie en 3D, data et cloud. Cependant que je m'occupe, loin des 10 000 choses du monde, des courgettes et des tomates de mon jardin, ou de l'herbage tendre que le vent ébouriffe en passant la main parmi les moissons. Demain, ou plus tard, il ne restera que la poussière des corps divagant dans le vide non occupé du carrousel constellé d'une constellation. Les bosons après lesquels nous courons, la lumière et l'énergie sombre sans ligne d'horizon. Nous cherchons, dans le dessin des pommes coupées en deux, les astéroïdes, les comètes de Pépin. Nous descendons dans la gueule de la baleine de Jonas, le trou noir de l'orque de Pinocchio. L'intelligence artificielle fait son étron électrique et court-circuite ses neurones de n'avoir plus besoin des humains qu'infantilisent les sports et la guerre et les marionnettes médias. Cependant que dans la foule, ta beauté me foudroie. Je me souviens d'avoir eu peur de t'approcher, de t'attirer contre moi, d'éveiller les orages amoureux de nos reins et de te perdre, toi et cet enthousiasme. Les peuples meurent, il n'y a pas de coupable, pas de punition, juste le prix à payer pour la technologie et les profits. Déjà, le meurtre est coté en bourse. Les mensonges de la banque, le pillage des assurances,
effacer d'eux-mêmes. La mémoire de nos machines, soudain, s'avérera vide. Celle des hommes subira la lobotomie générale. Cependant que, dans le demi-sommeil du plaisir pris, ma main tâtonne et recherche au creux du lit des faits l'étoile de mer de ton corps largement exposé nu aux étoiles, tremblante de voir apparaître un soleil cruel. Nous construisons des ruines sur les ruines à venir. La chenille des sexes ne deviendra pas un papillon. Socrate avait raison, on ne peut rien contre les rumeurs. Cependant que retiré en moi dans un voluptueux mutisme, j'écoute la pluie coudre longuement à la machine et joindre l'ourlet des dernières brumes aux dentelles noires des feuillages à ma fenêtre. L'océan reprendra toute sa place sur la terre. Les oiseaux auront des cris ultimes avant le feu gargantuesque des soleils. La nuit nous entraînera dans son grand domino. Nous érigeons des ruines. Rien ici n'est fait pour durer, et c'est bien. Ce n'est ni punition ni vengeance. Le mal et le bien demeurent inséparables, mais il n'y a pas de coupable. Le carnage, la furie des hommes, le bien et la beauté collaborent à cette vie têtue. Nous construisons des ruines, car nous savons qu'elles seront belles, et nous aimons toucher et contempler, et le bas, le haut, et tout ce qui devient de la beauté plus que nous-mêmes, et ce chaos du début sans fin. Cependant que je lis un poème à voix basse, très lente, pour que l'entende partout le feu qui dort dans le bois, la belle chaleur de ton corps et ce que l'espérance suppose de nuages. Nous construisons des villes pour nos TV, vidéos, pharmacie, machines, drogues de toute espèce et amour de homards en cage pour être dispersés dans l'espace où les étoiles s'éloignent et basculent derrière un invisible horizon. Cependant que tu reposes sur ma poitrine, pose ton baiser de paix sur ma peau et que ton souffle calmé dévaste la fragile passivité de mon âme, tandis que dehors se soulève le léger accord des forêts, de la mer et du vent. Merci Stéphanie, merci à tous. Si vous souhaitez prolonger le souvenir de la mer, il se tient actuellement grâce aux archives du musée de littérature, je vous remercie, une exposition à la maison CFC, 14 place des Martyrs, jusqu'au 25 février. Exposition absolument remarquable, on l'a vu la semaine dernière. Vraiment un grand merci à Laurence Boudard, à Saskia Persens et à Christophe Meuret d'avoir organisé cette exposition qui non seulement demande un grand sens esthétique, puisque c'est une exposition, mais une profonde connaissance de l'œuvre de Lerner avec des trésors à découvrir. Vraiment, je vous invite à aller à la maison CFC. Un rendez-vous, il y aura d'ailleurs lieu le 18 février, le samedi 18 février à 12h. Où Jacques Carillon et moi-même nous entretiendrons ce que vous êtes honoré, donc au même endroit à la maison CFC. Merci donc aux participants, merci à l'Académie, merci à Yves Nature de nous recevoir, merci à Corinne Host et à Michel Pousson de nous avoir aidé dans l'organisation technique et
soirée. Merci à l'équipe de CFC, à Muriel Fregan qui accueille l'exposition. Et puis merci à vous tous. Vous avez vu que nous avons parlé de notre Werner, de notre vision de Werner, mais chacun de nous a une vision de Werner. Si nous sommes encore dans les horaires, si vous souhaitez ajouter quelque chose à tout ce que nous avons dit, il y a des micro-baladeurs qui fonctionnent comme ils veulent, mais parfois bien. Je vous en prie, si vous souhaitez ajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Voilà, sinon, nous pourrons toujours parler de tout cela, ouvrir l'amitié, l'Académie nous offre